Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme l'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 11 octobre 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui avait affirmé dimanche hier avoir examiné avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir les résultats de la première session du Haut Comité conjoint tenu juillet 2021, ainsi que les accords qui ont été signés par les deux parties dans les domaines de développement, du commerce et de l'industrie. Les deux dirigeants se sont notamment penchés sur les moyens de renforcement de la coopération entre les deux pays, sur les différents plans politiques, économiques et sécuritaires. Lors de la conférence de presse conjointe tenue à l'issue des entretiens el-Sisi-Kiir, le chef de l'État a affirmé l'intérêt à accroître les investissements égyptiens au Soudan du Sud, ainsi que de raviver les projets égyptiens présents dans ce pays, tout en haussant le nombre des bourses éducatives présentées aux étudiants qui suivent des cours dans les universités égyptiennes, ainsi que de moderniser et de réhabiliter les centrales d'électricité au Soudan du Sud. Le président el-Sisi a déclaré s'être entretenu avec M. Salva Kiir au sujet du dossier des eaux du Nil dans le cadre de la coordination continue entre les deux pays. À cet égard et au vu des dernières évolutions du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président a réitéré que parvenir à un accord contraignant à ce propos était impérieux. A réitéré le président el-Sisi lors de la conférence de presse, a ajouté que cet accord était nécessaire conformément au résultat des réunions du Conseil de sécurité et de ses décisions de sorte à renforcer la stabilité dans la région et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre les pays du bassin du Nil. De son côté, le président sud-soudanais a souligné avoir convenu avec le président el-Sisi d'intensifier les contacts et de poursuivre les consultations au sujet de plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'exposition Notre patrimoine Turathuna pour l'artisanat et les produits du patrimoine organisée par l'autorité des petites, moyennes et micro-entreprises. Au cours de sa visite, le président a rencontré un certain nombre d'exposants, jeunes, femmes et handicapés, écouté les problèmes auxquels ils sont confrontés et examiné les moyens de barrer les obstacles qu'ils rencontrent pour leur permettre de développer leurs entreprises et d'obtenir un meilleur accès aux marchés locaux et étrangers. Le chef de l'État a inspecté les pavillons de l'exposition considéré comme le plus grand rassemblement des artisans, parlé avec les exposants et exposantes en situation de handicap pour s'enquérir de leurs réels problèmes. Le président a remis les prix financiers aux 3 meilleurs projets artisanaux et patrimoniaux de villages au niveau de la République. Pour sa part, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guema, a déclaré que 1500 exposants locaux participaient à cet événement qui s'étendra jusqu'au 15 octobre, en plus des pavillons du patrimoine et de l'artisanat des Émirats, de la Jordanie et du Soudan. Et ce, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les peuples, en plus de la promotion de l'intégration économique régionale. La guerre d'octobre 1973 est un tournant dans l'histoire contemporaine. Elle est considérée comme le symbole de la dignité et de la fierté de l'Égypte. C'est ce qu'a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution prononcée lors du 34e colloque des forces armées sous le thème « La traversée vers l'avenir » à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Retour sur les déclarations du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi à cette occasion. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le grand peuple égyptien et les forces armées à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Dans son allocution prononcée à cette occasion lors du 34e colloque instructif des forces armées sous le thème « La traversée vers l'avenir », le chef de l'État a rappelé que la victoire d'octobre était une épopée militaire qui avait créé la surprise et qui avait ébloui le monde entier. Le chef de l'État a ajouté que par la guerre d'octobre, l'armée égyptienne a réussi à franchir les obstacles du désespoir et d'incapacité après la défaite de 1967 grâce à une grande génération, celle d'octobre 1973 sous la direction d'un grand homme et commandant en dépit de toutes les conditions difficiles et de tous les
les défis. Le président a rendu hommage au défunt président Sadat, héros de la guerre et de la paix, décideur de la traversée et artisan de la paix. Le chef de l'État a mis en garde contre certains partis qui s'employaient à semer la scission dans la société à travers tous les moyens. Il a souligné que la diversité des visions et la divergence des vues étaient nécessaires, mais nous devrions toujours être unis, a-t-il poursuivi. Le président a affirmé que la décision de la guerre était courageuse et que l'armée égyptienne faisait preuve de volonté et de force pour réaliser cette victoire. Le président a rendu hommage à nos martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre la partie, affirmant à leur famille que l'État n'oublierait jamais ces martyrs de l'armée, de la police ou de la magistrature ou encore de toutes les catégories du peuple. Le président a noté que l'Égypte continuera de présenter des martyrs jusqu'à ce que le terrorisme soit complètement éliminé. Évoquant le processus de développement de grande envergure lancé à travers le pays, notamment dans la péninsule du Sinaï, le président a assuré que l'État poursuivrait son plan pour le développement du Sinaï dans tous les domaines touristique, agricole et industrielle. Le président a souligné que l'État a déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre ses plans de reconstruction et de développement sur l'ensemble du territoire national. Il a enfin réaffirmé que l'État avançait à pas sûrs, réalisant de grands progrès dans tous les domaines, en gardant l'espoir, la fierté et la confiance en soi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que grâce à une amélioration significative de la sécurité, le processus de développement global dans le Sinaï progresse par étapes concrètes. Les habitants du Sinaï ont droit à la sécurité, à la sûreté et à la stabilité, a-t-il fait savoir dans une déclaration lors du 34e colloque des forces armées à l'occasion du 48e anniversaire de la victoire d'octobre. Ces 7 dernières années, le gouvernement a investi des sommes importantes dans le développement du Sinaï, où il mène une campagne visant à éradiquer le terrorisme. À l'occasion du 48e anniversaire de la libération du Sinaï, revenons donc sur le plan de développement de la péninsule et les efforts visant à contrer le terrorisme. La péninsule du Sinaï est engagée depuis 2013 dans une guerre acharnée contre le terrorisme. Dans cette guerre, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné à maintes reprises que le développement et l'urbanisation de la péninsule ont la même importance que les batailles militaires. Le président a donc lancé un vaste plan de développement du Sinaï de 600 milliards de livres égyptiennes. Ce plan ambitieux prévoit la création de nouvelles agglomérations urbaines, agricoles et industrielles, ainsi que la construction de stations d'assainissement, des temps pour l'élevage du poisson, d'écoles et d'hôpitaux, notamment au centre et au nord du Sinaï. Des tunnels ont été inaugurés au cours des dernières années reliant le Sinaï au gouvernorat de l'Égypte et cela a une grande importance dans la mesure où ils mettent fin à l'isolement du Sinaï, un fait mis à profit autrefois par les groupes terroristes. Ces tunnels serviront les projets de développement et le commerce. Dans son ensemble, ce plan de développement permettra de créer des emplois, d'assurer une vie décente au Sinaï. Le secteur agricole est l'un des piliers du développement au Sinaï. Dans la région de la plaine d'Al-Ka, au nord d'Al-Tor, 100 000 faidons, dont 20 000 ont été inclus au projet national de culture d'1,5 million de faidons et sont irrigués par les eaux souterraines. D'ailleurs, les forces armées ont offert aux habitants du Sud-Sinaï 925 serres agricoles, alors que le ministère de la Planification leur a présenté gratuitement les semences et les plantules. Mais la rareté de l'eau dans la péninsule représente un défi de taille pour le développement du secteur agricole. Pour affronter ce problème, l'État a creusé jusqu'à présent 265 puits et construit en place des stations de dessalement de l'eau de mer. La station de dessalement de l'eau de mer de la ville d'Ator a une capacité de production de 30 000 mètres cubes et la capacité de la station de l'ouest du tunnel passera de 35 000 à 70 000 mètres cubes par jour. D'ailleurs, les travaux sont en cours pour achever d'ici 2022 8 autres stations de dessalement de l'eau de mer dont le coût s'élève à 2,6 milliards de livres égyptiennes. Des projets destinés à fournir l'eau potable aux habitants de la péninsule qui connaît une croissance au niveau de la population. Le président al-Sisi a annoncé fin septembre que des projets hydriques seront lancés au centre et au nord du Sinaï pour augmenter la superficie des terrains cultivés
un projet qui revêt une grande importance dans cette région confrontée au terrorisme et à la contrebande. On ne peut pas parler de développement de Sinaï sans inclure les agglomérations bédouines au fond du désert, d'où l'importance accordée par le gouvernement à développer les sociétés bédouines en créant de nouvelles agglomérations agricoles et urbaines dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente destinée à améliorer les conditions de vie de ces bédouins et à créer des emplois. Dans ce contexte, le gouvernorat du Sud-Sinaï a lancé des projets importants pour développer les sociétés bédouines. 5 villages bédouins ont été réaménagés avec un coût de 220 millions de livres égyptiennes et ce dans le cadre du projet de réaménagement des 25 villages les plus nécessiteux qui vise à assurer la stabilité des familles bédouines. Le secteur d'électricité au gouvernorat du Sud-Sinaï a connu une véritable modernisation au cours des 7 dernières années. Personne au gouvernorat ne se plaint d'un problème de coupure ou de manque de courant électrique. Même les rassemblements bédouins éloignés bénéficient aujourd'hui de l'électricité et sont connectés au réseau, alors qu'auparavant ces régions n'avaient accès à l'électricité que 4 heures par jour, car il n'y avait que des générateurs diesel pour produire l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité est fournie 24 heures sur 24. Les stations d'eau et de drainage sanitaire sont aussi alimentées en électricité pour qu'elles puissent répondre aux besoins des citoyens. Pour profiter de l'énergie solaire, 3 parcs solaires ont été construits d'un coût de 1,9 million de livres égyptiennes. Ces efforts ont permis d'en finir avec les problèmes d'électricité au gouvernorat, ce qui est nécessaire pour booster le développement. Et d'autant que les routes sont les artères du développement, le président Assisi a consacré 9 milliards de livres égyptiennes à la modernisation du réseau routier et pour créer de nouveaux axes routiers au Sud-Sinaï et ce dans le cadre du projet national des routes. Tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre du plan global de l'État pour développer la région du Sinaï à en faire un environnement propice aux investissements. Le développement étant une arme pour contrer le terrorisme et préserver la sécurité de la péninsule. L'Égypte a signé un accord avec Siemens Mobility pour développer la première ligne de train électrique à grande vitesse du pays. Dalia Karam nous donne plus de détails. Prévoit de construire un réseau de voies ferrées à grande vitesse d'une longueur totale de 1800 km dont la première ligne devrait être ouverte en 2023. La première ligne de train à grande vitesse sera longue de 660 km et reliera à Ain Sokhna, une ville de la mer Rouge, à Marsa Matruh et à Alexandrie sur la Méditerranée. Les trains pourront rouler à des vitesses allant jusqu'à 250 km par heure. De nouvelles villes sont en train d'être construites près du Caire et le réseau ferroviaire a fait partie des plans du gouvernement pour améliorer les infrastructures du pays. Le réseau à haut débit reliera également le Caire à la nouvelle capitale administrative de 40 milliards de dollars en cours de construction à environ 45 km à l'est. Selon Siemens Mobility, environ 30 millions de personnes utiliseront le nouveau réseau ferroviaire chaque année. Le réseau à grande vitesse pourrait également signifier que 15% de marchandises supplémentaires seront transportées par train en Égypte. Le ministre égyptien des Transports, Kamel El Wazir, a déclaré que le réseau de trains favorisera également le tourisme en offrant un moyen sûr et efficace de se déplacer dans le pays. L'Égypte s'est équipée d'une nouvelle technologie de facilitation des échanges qui permettra aux entreprises du monde entier de commencer beaucoup plus facilement avec l'Égypte, contribuant ainsi à la mise en œuvre du plan du gouvernement visant à créer le centre logistique le plus avancé de la région. Un commentaire. C'est doté d'une nouvelle technologie de facilitation des échanges destinée à améliorer le temps de traitement et à réduire les coûts pour tous les exportateurs vers le pays. La nouvelle disposition qui est entrée en vigueur le 1er octobre devra concrétiser le projet de transformation de l'Égypte en centre logistique mondial le plus avancé de la région. Le communiqué qui donne l'information précise que le nouveau processus est calé sur le système Advanced Cargo Information ACI, une technologie basée sur la chaîne de blocs qui aidera à automatiser entièrement le processus douanier pour toutes les marchandises entrant dans le pays. Grâce aux données électroniques, les marchandises seront vérifiées et douanées avant qu'elles n'atteignent les ports égyptiens. Pour le ministre des Finances, Dr Mohamed Maïd, la mise en œuvre du système Advanced Cargo Information permettra aux entreprises du monde entier de commercer beaucoup plus facilement avec l'Égypte, contribuant ainsi à la mise en œuvre du plan du gouvernement visant à créer le centre logistique le plus avancé de la région. À noter que le système ACI fait l'objet d'essais pilotes depuis le 1er avril 2019 et 16 000 entreprises qui importent des marchandises en Égypte y sont déjà inscrites.
C'est en 2019 que le pays a entamé la transformation de son infrastructure commerciale ainsi que la modernisation de l'ensemble de son système de gestion douanière. La première étape a été le lancement d'un guichet unique national pour la facilitation du commerce extérieur, avec lequel les délais de traitement douanier se sont déjà améliorés de 55%. Le programme de transformation a également conduit à la création de centres logistiques de haute technologie au Caire, à Port Saïd Est et Ouest, à Port Taoufik, à El Sorna, à Damiette, à Dakhila et à Alexandrie, garantissant que les installations portuaires sont utilisées pour faire transiter les marchandises plutôt que de les stocker. Un consortium formé d'Orascom Construction et de Hitachi ABB Power Grids est désigné par les autorités égyptiennes et saoudiennes pour la construction d'une ligne électrique devant interconnecter les deux pays. Cette infrastructure permettra les échanges d'énergie renouvelable entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Un commentaire. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, la compagnie égyptienne d'électricité a désigné un consortium formé de deux entreprises, la société égyptienne Orascom et Hitachi ABB Power Grids, une entreprise basée à Zurich en Suisse. Plus de 1400 km de désert et de mer séparent l'Égypte et l'Arabie saoudite. C'est dire la complexité de ce projet CHT, courant continu aux tensions, aussi bien pour les deux pays que pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour la partie égyptienne du projet, Orascom et Hitachi construiront une station de conversion CCHT au nord-est du Caire ainsi qu'une station de transition à Taba dans le Sinaï. Le projet permettra l'échange de 3000 MW d'électricité de 500 kV entre les pays sur 1350 km au moyen de lignes électriques aériennes et d'un câble sous-marin traversant la mer Rouge. Long de 20 km, le câble sous-marin sera posé dans le golfe d'Aqaba. L'électricité pourra circuler dans plusieurs directions entre trois terminaux, par exemple, de Tabouk à Badr, mais aussi simultanément de Tabouk à Medina, d'après Hitachi ABB Power Grids. La future ligne partira donc de Badr, à l'est du Caire, pour s'arrêter à Medina en passant par Tabouk en Arabie saoudite. Dans chacun de ces points, des stations de conversion haute tension seront construites, c'est-à-dire 2 en territoire saoudien et 1 en Égypte. La première phase du projet, qui s'achèvera en 2024, permettra de construire une ligne capable d'échanger 1500 MW. La deuxième phase du projet sera livrée en 2025. L'Égypte et l'Arabie saoudite se sont entendus pour que la plus grande partie de l'électricité échangée soit produite à partir de sources renouvelables. Et en matière d'énergie propre, les deux pays nourrissent de grandes ambitions. L'Égypte espère d'ici à 2035 produire 42% de son électricité à partir des sources renouvelables, notamment le solaire et l'éolien qui sont développés à tour de bras actuellement dans le pays. Côté saoudien, les autorités veulent porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 50% d'ici à 2030, tout en s'appuyant sur le gaz naturel. L'interconnexion électrique entre les deux pays nécessitera un investissement de 1,8 milliard de dollars. Les travaux sont financés par les compagnies publiques d'électricité de deux pays grâce à des prêts de la Banque islamique de développement, du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et du Fonds arabe pour le développement économique et social. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Achraf Sobhi, a félicité dimanche hier le bodybuilder égyptien Mahmoud Sebei, alias Big Ramy, pour avoir remporté le titre de Mr. Olympia pour la deuxième année consécutive au championnat de culturisme organisé à Orlando, aux États-Unis. Par cette victoire, Big Ramy est le premier Égyptien, africain et arabe à avoir décroché le titre de Mr. Olympia. Le ministre a salué la performance fascinante de Big Ramy, victoire constituée un nouvel ajout au sport égyptien qui connaît les exploits successifs aux championnats continentaux, régionaux et internationaux à la lumière du soutien illimité accordé par le président Abdel Fattah el-Sisi à tous les athlètes égyptiens.
Dubaï 2020, c'est parti. Alors, l'exposition universelle retardée d'un an pour cause de la pandémie de la Covid-19 a ouvert ses portes vendredi dernier pour 6 mois après une cérémonie d'ouverture grandiose en présence d'officiels du monde entier. L'Égypte contribue avec un pavillon spécial. Voyons ensemble. L'Égypte contribue avec un pavillon spécial à l'exposition universelle de Dubaï qui accueille environ 190 pays de toutes les régions du monde, Afrique, Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Océanie, et chacun de ces pays participant a son propre pavillon d'exposition. L'Égypte prend part à cet événement international qui durera 6 mois à travers un pavillon particulier qui reflète la civilisation égyptienne, son histoire et sa position. Le pavillon jette la lumière sur la civilisation égyptienne et sur les importantes personnalités égyptiennes qui ont marqué l'histoire. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a indiqué que le ministère tenait à mobiliser tous ses potentiels afin que le pavillon égyptien puisse refléter l'image de l'Égypte, une des plus importantes destinations touristiques et archéologiques mondiales, signalant que plusieurs événements importants sont prévus pour l'année prochaine, dont notamment l'inauguration du Grand Musée égyptien. Au centre du pavillon se trouve exposé le sarcophage du prêtre psamétique. Ce sarcophage est fabriqué en bois coloré. Il a été récemment découvert à Saqqara par la mission archéologique égyptienne relevant du Conseil suprême des Antiquités. Le sarcophage est richement décoré et sur sa tête se trouve un faucon. La déesse Nout est dessinée ailée et porte 2 plumes. Au milieu du sarcophage se trouvent des textes d'offrandes et de ses côtés sont entourés de différentes divinités portant des spectres dans leurs mains. La partie inférieure du sarcophage présente Anubis au-dessus de son compartiment devant le défunt. Le pavillon égyptien renferme également une collection très particulière de répliques antiques et des films documentaires sur les différentes régions touristiques en Égypte. Les responsables s'attendent à ce que le pavillon de l'Égypte soit visité par plus de 25 millions de personnes tout au long de l'exposition. La Belgique a restitué à l'Égypte 2 statuettes égyptiennes anciennes, l'une datant des 11e, 12e dynasties, l'autre des 19, 20e dynasties. Ces statuettes avaient fait l'objet d'un signalement Interpol émanant des carabineries italiens. Localisées dans une galerie d'antiquités bruxelloise, les statuettes ont été saisies car le marchand n'a pu justifier de l'origine des antiquités. Le service public fédéral économie a restitué officiellement aux autorités égyptiennes 2 statuettes qui avaient été pillées en 2015 et été exposées dans une galerie bruxelloise lors d'une réception organisée jeudi à Bruxelles en présence du ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne et de l'ambassadeur égyptien Khaled El Bakli. Les 2 objets d'art, Anouch Betty, une statuette funéraire et une statuette figurant un homme debout, ont été saisis à la suite d'un signalement Interpol émanant des carabinieri italiens. Les pièces provenaient en effet d'une fouille illicite menée à Gizeh en 2015. À vertu de la présence des statuettes en question sur le sol belge, la République égyptienne a alors demandé à pouvoir récupérer son patrimoine historique. La direction générale de l'inspection économique chargée de l'enquête sous la houlette du parquet de Bruxelles n'a pas réussi à déterminer une quelconque origine licite des objets d'art, à la suite de quoi une décision de transmission des pièces a été émise par l'autorité bruxelloise. Selon le ministre de l'Emploi Pierre-Yves Dermagne, la lutte contre le trafic illégal d'œuvres d'art est fondamentale car cela porte tout d'abord atteinte aux droits des consommateurs, mais aussi parce que bien souvent ces ventes contribuent au financement d'activités criminelles comme le blanchiment d'argent ou le terrorisme. Le SPF Économie se réjouit de pouvoir compter sur la collaboration internationale afin de contrer les fraudes émaillant le marché de l'art, dont le trafic de biens culturels. La coopération interfédérale est également à mettre en exergue puisque les objets en question reposaient le temps des investigations au sein des musées royaux d'art et d'histoire du cinquantenaire. Selon le SPF Économie, le trafic d'œuvres d'art, en plus de porter atteinte aux droits des consommateurs, contribue à l'étiolement de la culture mondiale tout en enrichissant les groupes criminels actifs dans ce secteur illicite à la base de circuits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. À cet égard, l'inspection économique porte une attention particulière à la présence sur le marché belge d'œuvres d'art en provenance de zones en conflit. Après des années de fermeture en raison du risque terroriste,
la région du mont Sinaï en Égypte peut à nouveau accueillir les touristes et les pèlerins. Partons à la découverte de cet endroit sacré, un lieu de silence et de contemplation. Voyons ensemble le point avec Dalia Karam. Le mont Sinaï, ou montagne de Moïse, est une montagne de 2285 mètres située dans la péninsule du Sinaï. Ce sommet sacré est à la jonction des trois grandes théologies que sont l'islam, le christianisme et le judaïsme, puisque c'est là que Dieu aurait parlé à Moïse. Cela fait 3000 ans que les pèlerins et aujourd'hui les touristes gravissent les marches du mont Sinaï avant le lever du jour. La montagne de Moïse est également appelée Mont Horeb, surplombe le plus vieux monastère du monde daté du 5e siècle. L'édifice, encore habité, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entouré d'une solide muraille, le monastère Sainte-Catherine fut agrandi plusieurs fois au cours des siècles et gardé par des Bédouins de génération en génération. Il est le symbole de la tolérance des religions. Mais il y a aussi un autre trésor protégé interdit aux visiteurs. Il s'agit de la plus riche collection de manuscrits religieux au monde après celle du Vatican. Menacé par des attaques terroristes, ce lieu spirituel avait été déserté par les touristes ces 10 dernières années. Les gens viennent de partout pour parcourir la nature brute de la région et admirer le canyon coloré. Le Sinaï est tout simplement la perle de l'Égypte. Avec ce commentaire, nous arrivons, mesdames et messieurs, à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Merci pour votre fidélité à Nile TV et très bonne journée. Et c'est également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci et au revoir.